Le livre de Soi, chapitre 10, mais également chapitre final. Le chapitre s'appelle La loi de la steppe. Et donc, c'est parti. Ça va être un chapitre vraiment intéressant avec beaucoup de choses à dire quand même, particulièrement concernant la structure du texte, la structure de l'histoire, puis aussi son rapport avec, sa structure en lumière du voyage du héros. Donc, on était à un endroit assez intéressant dans l'histoire où justement Visage de l'ours est confronté à Leif, alors qu'ils sont dans cette espèce de camp retranché-là qui est mené par le Khan, je sais pas trop comment le dire, mais bref, c'est un homme relativement incompétent qui clairement va pas empêcher nos compagnons de retrouver le Si puis de l'emmener avec eux. Néanmoins, il y a Leif qui se trouve sur leur passage et comme on va le voir plus tard, il y a également de ses amis qui sont là. Donc voilà. Une rumeur désapprobatrice monta des rangs des spectateurs. C'étaient les compagnons de Leif qui rechignaient contre les paroles de Khan. Certes, il y avait la loi de la steppe, mais il existait également une autre loi sacrée, celle de l'hospitalité. Et donc deux choses ici. Premièrement, les compagnons de Leif apparaissent soudainement dans l'histoire. On n'en avait pas parlé depuis vraiment très longtemps, je pense, peut-être le chapitre 3, peut-être même avant. Ils n'étaient pas très importants. Puis, on ne nous en parle pas lorsque on est dans le point de vue de l'ici. Et donc, c'est ce qui fait que ici, on parle des compagnons de Leif, puis ça sort un peu de nulle part. Ça modifie un peu les règles du jeu. Et parlant de règles, ou plutôt parlant de loi, on nous parle encore d'une loi. Donc, il y avait celle de la steppe, la loi de la steppe, dont on avait parlé tout à l'heure dans le chapitre 9, et dont les tenants et aboutissants étaient plutôt imprécis. Il en va de même pour cette nouvelle loi, celle de l'hospitalité. Bon, je suppose que ici, pour celle-là, je pense que le nom est un peu plus clair, mais encore une fois, c'est quoi la dynamique qui fait en sorte que ces lois-là sont si importantes dans un monde qui est censé être dominé par la barbarie? Après, c'est peut-être une erreur de ma part, une méconnaissance de l'histoire du Moyen-Âge, ce genre de choses. Mais voilà, en tout cas, ça m'a porté à des questionnements, puis ça modifie un peu les règles du jeu. Même chose pour ce qui concerne les compagnons de Leif. Lucie se souvenait de sa colère, de ses longues nuits brisées par la haine, de ses rêves gluants. Soit il tenait un rôle de menteur et de traître, un rôle hideux. Parfois dégoûtant de sang et de sueur, il la suivait armé d'une longue lanière de cuir et la frappait cruellement. Sa peau se déchirait, sa chair se rompait atrocement, et elle suppliait cette apparition haineuse de se souvenir de leur enfance commune, de leur privation, de leur complicité. Mais il était masqué de haine et de nuit, et ne songeait qu'à la faire souffrir, à la meurtrir, à l'humilier. Et donc ici, ça crée une dynamique vraiment intéressante, une dynamique de haine qui est ramenée ici, et qui crée vraiment justement une situation intéressante, une relation nouvelle entre les deux personnages. Donc d'un côté, on a Soi qui espère trouver le Si, qui croit en être amoureux. Puis d'un autre, il y a le Si qui a développé une image très très négative de Soi puisqu'elle pense qu'il est un traître. Voilà, elle a développé tout comme une pensée différente de qui est Soi. Puis pour elle, c'est le grand méchant loup. Donc ça rajoute de l'intensité à la scène, puis ça va aussi rajouter un peu de piquant plus tard quand on va voir ce qui se passe avec la suite de l'histoire. Ici, un autre commentaire que j'ai à faire par rapport à ce qu'on nous disait dans le chapitre 9, parce que vraiment le chapitre 9 et le chapitre 10, on coupe cette scène-là en deux. Puis, je pense que l'effet de cette coupure-là est intéressante. Je pense que ça fonctionne bien. Ça crée un texte qui est plus engageant, qui est plus rythmé. Puis aussi, ça sépare vraiment, voilà, ça met clairement le point sur qu'est-ce qui est la finale, puis qu'est-ce qui est l'entrée en matière de cette finale-là, en quelque sorte, l'entrée en matière du dénouement. Puis, dans le chapitre 9, donc, il était question de Aya et de Lucie qui, lorsque Visage de l'ours et Soi arrivent dans le camp retranché, se retirent. Les deux s'évitent, en quelque sorte. Aya probablement pour éviter de se ramasser dans le trouble, parce que clairement, les gens qui entrent dans le village et qui sont armés sont là pour reprendre Lucie. Mais donc ici, on nous dit Aya la tenait serrée, puis c'est ça, c'est comme, je pense que c'est vraiment juste un faux raccord de la scène précédente, mais bon, il va falloir passer outre. Sur la place, les deux hommes s'affrontaient. Ils tournaient l'un autour de l'autre d'une façon que Lucie jugea un peu grotesque. Elle s'attendait presque à les entendre grogner comme des animaux de proie. Donc là, ici, on évoque un affrontement final entre Leif et Visage de l'ours qui vont se battre à mort pour
juger de ce qu'ils vont faire de Lyssie. Et ce combat-là est décrit de façon de façon à faire ressortir l'animalité des visages de l'ours et de Leaf, puis aussi faire ressortir l'animalité de l'homme de façon générale. Très souvent, les hommes dans ce roman-ci sont dépeints comme étant des gens très spontanés, très brusques, très violents, puis très animal dans leur façon de réagir. Puis c'est démontré ici mieux qu'à l'habitude. C'est plutôt bien. Et là ici, justement, alors que le combat est entamé, on a affaire à une situation qui est très intéressante, qui, en tout cas personnellement, m'a surpris. Et c'est que d'habitude, un combat comme ça, je pense notamment à la fin du premier roman, en fait de Dune, de Frank Herbert. À la fin, il y a un combat final, puis même je pense que c'est la fin de la première partie ou la fin de la deuxième partie sur 3, ça se finit en combat. Et la structure d'un combat, pour rendre ça intéressant, est toujours la même. C'est les deux personnages commencent à s'affronter, le méchant prend le dessus en quelque sorte, puis finalement notre protagoniste réussit à se sauver et battre son adversaire. Et c'est ce qui se passe ici, mais ça m'a surpris de voir à quel point c'était rapide. Donc vraiment les deux personnages entament la bataille et c'est déjà fini pour Visage de l'ours. Le fer de la hache avait frôlé l'épaule du Hetman, laissant une trace cramoisie dans la chair. Sous la violence du choc, Visage de l'ours tituba. Donc c'est vraiment tôt et inattendu dans le combat. Ça respecte encore la structure du combat classique des romans de fantasy et aussi de science-fiction, comme je l'avais dit avec Dune. Mais c'est fait très tôt dans le texte, puis ça m'a surpris. On s'attendrait à ce que le combat soit un peu plus long. Le combat semble être d'égal à égal au départ, mais c'est pas le cas. Tout de suite, Visage de l'ours se fait détruire l'épaule, puis ça va être un problème pendant tout le restant du combat, qui dure assez longtemps, donc avec beaucoup de scènes, beaucoup de descriptions justement de l'animalité des personnages, puis du Hetman qui essaie, le Hetman étant Visage de l'ours, qui essaie de s'en sortir même s'il est gravement blessé. Même par Gilcan commença d'émerger de ses lourdes méditations éthyliques et tenta de se concentrer sur ce qui se passait sur la place. Et donc ici, c'est juste une phrase qui est bien faite, je trouve. C'est lourd de méditation éthylique. C'est une expression que je vais réutiliser, j'ai l'impression. C'est juste une façon très soutenue de décrire la situation. Ça m'a un peu fait rire. Rouge. La grisaille jaune s'était violemment teintée de rouge. Et Leaf, debout, la hache encore tendue à bout de bras, semblait plus court d'une tête. Ce qui est une excellente façon de dire que le combat s'est terminé. C'est une phrase très impactante, là aussi, qui est bien choisie, je trouve. Et donc, vous en comprendrez que Visage de l'ours est gagnant au final du combat. Mais évidemment, c'est ça qui allait se passer parce qu'on est dans un combat de roman de fantasy. Puis, ça peut rarement se finir autrement, à moins que vous soyez dans Game of Thrones. Étendu dans la poussière empourprée, Visage de l'ours ne bougeait plus. Il avait perdu connaissance, et quand son adversaire décapité s'effondra d'une seule pièce, tel un arbre déraciné, son cerveau enregistra à peine les vibrations du sol. Il planait loin, au-delà de la steppe, au-dessus de la plaine de cristal. Il survolait des cités entières, prises dans la lèpre minérale, miroitement forcené de gemmes empoisonnées. La terre n'était plus aux 4 points cardinaux qu'un vaste musée de la mort, qu'une galerie des horreurs, qu'un enchaînement de miroirs qui, cyniquement, reflétait l'agonie de l'humanité. Encore là, une phrase incroyable, les phrases se succèdent, puis on voit que Daniel Walther les choisit à la fin. C'est dans ces moments-là où la plume de Daniel Walther m'impressionne le plus. C'est vraiment bien écrit. La devineresse essaya de la retenir, de l'entourer de ses bras en parlant de Lyssie, mais quelques sauvages coups de griffes lui mirent le visage en sang, et elle fut bien forcée de lâcher prise. Et donc ça, c'est Lyssie qui veut s'assurer que Leaf est réellement mort. Leaf qui l'a persécuté depuis le départ du roman. Et donc elle veut constater que sa tête a bien été enlevée, qu'il est bien mort. Donc elle accourt sur la scène, puis la devineresse est griffée en essayant de l'empêcher d'y aller. Puis son visage est mis en sang, ce qui est un peu intense pour la situation, je trouve. Il est juste question de Lyssie qui griffe son visage. Lyssie qui est décrite comme une femme relativement féminine, qui a l'air
pas vraiment d'être capable de se défendre. En tout cas, vu le caractère qui est dépeint au cours des derniers chapitres, elle a l'air d'être plus une femme trophée, une femme, c'est ça, incapable de se défendre, incapable de faire quoi que ce soit par elle-même. Mais ici, on nous prouve le contraire éternellement, puis le sang coule encore. Je veux dire, on vient de terminer un combat, puis encore une fois, il y a du sang, encore une fois, il y a en quelque sorte de la violence. Je trouve ça un peu excessif, mais écoute, je sais pas trop c'était quoi l'effet que voulait faire Daniel Walker avec ça. C'est un peu intriguant comme situation. Lucy se baissa et prestement ramassa la tête de Leaf. Elle la tint levée dans le soleil, plus jaune maintenant, plus métallique, qui déversait son fiel sur les lieux du combat. Des gouttes cramoisies tombèrent de l'abominable trophée, maculant le visage et les vêtements de Lucy, sans prendre garde à cette écœurante ondée. Elle se dressa sur la pointe des pieds, comme si elle cherchait à se grandir. Oui, grâce soit rendue au grand serpent, il est vraiment mort. Encore une image qui est évocatrice, avec la tête qui est tendue devant le soleil. Je trouvais ça intéressant comme image, très violent encore une fois. Qu'on leur rende justice et qu'ils foutent le camp, qu'ils sortent de ce village, qui commence à puer le malheur et la mort. Et vous, mes belles, donnez-moi du vin et vos caresses. Je ne désire rien de plus, non rien de plus. Donc évidemment, ça c'est Parjelican qui dit à tout le monde de partir parce qu'il y a eu assez de violence comme ça. Lucy jeta la tête de Leaf dans la poussière et éclata en sanglots. Puis ces sanglots-là font en quelque sorte, ils relâchent la tension d'une grosse scène, une scène importante qui constituait la finale du roman. C'est la fin du climax, la fin du dénouement. Scène de 2300 mots qui se termine en pleurs, qui permet justement de relâcher la tension, puis qui indique la fin du texte, plus ou moins. Donc si on regarde le voyage du héros ici, pour essayer de comprendre un peu la structure, là, ce qui vient de se passer, on parlerait probablement de l'épreuve ultime, de l'acquisition de l'objet de la quête, qui évidemment est ici, en l'occurrence. Et donc c'est la fin du livre, c'est la fin du voyage du héros, qui se suit par le chemin du retour, ce qu'on va voir. Donc voilà, c'est ce qui conclut pas mal le roman. Il reste une partie importante, comme je l'ai dit, le voyage du retour, mais l'intrigue principale est conclue ici avec cette scène-là, puis la mort de Leaf. Kaléidoscope des mois et des saisons, tout ce temps dissoit, toute cette route. Ici chevauchait entre lui et le visage de l'ours. Les images violentes qui remplissaient sa tête devinrent plus floues, moins écarlates. Bientôt elles pâlirent, au point de n'être plus qu'un lavis informe, un brouillard inconsistant. Quand se lève le soleil de l'entropie, fondent les glaces de la mémoire. Très belle phrase qui font en quelque sorte un passage entre, comme je l'ai dit, le chemin du retour, puis l'acquisition de l'objet de la quête, c'est la fin du voyage du héros. Et donc, voilà, ces 59 mots-là, cette petite scène un peu plus poétique, sert de transition. Et donc, visage de l'ours, Lucy et Soi, puis tous leurs compagnons partent du camp retranché et il y a des espèces de flashbacks qui viennent mélanger le tout, créer un aspect onirique qu'on retrouvait tout au long du roman. Puis ici, on a une parenthèse avec probablement le docteur Field qui parle et qui dit « Tu rêves Soi et tes pensées sont ailleurs, alors qu'elles devraient être auprès de nous. Ne te laisse pas égarer, mon fils. Tous, nous avons besoin de toute notre vigilance. » Et donc, on évoque encore ici le destin, la destinée de Soi qui est encore flou. Son rôle n'est pas certain. Puis soudainement, il est un peu livré à lui-même, mais ça, on va y retourner. Et voilà, ça va être le sujet du prochain tome qui s'appelle justement Le destin de Soi. Donc, je sais pas si je vais me rendre là, je sais pas si je vais en parler, mais peut-être qu'un jour je ferai une analyse du texte. Certainement pas bientôt, mais c'est possible que j'essaie d'aller un peu plus en profondeur dans ce tome-ci. Et donc, ça fait écho, ou du moins c'est annonciateur de ce tome-là. Puis, à partir de maintenant, il va y avoir beaucoup d'endroits où on va un peu annoncer le deuxième tome. Ça va moins sembler être une conclusion à ce tome-là qu'une introduction au prochain. Et donc ici, on a une scène très intéressante qui entre très bien dans le voyage du héros. Et c'est justement Lucy et Soi qui doivent renouer d'amitié en quelque sorte. Lucy qui a une opinion très négative, mais au fil du temps qui passe, comme le montrait l'ellipse ici, au fil du temps qui passe,
soit ici renoue d'amitié, recrée une certaine complicité. Puis c'est ce qu'on voit dans le chapitre, c'est en quelque sorte la renaissance. Je pense que c'est cette partie-là du voyage du héros qui est explorée à travers ce chapitre-là. Puis c'est une façon intéressante de le voir. Il y a plusieurs interprétations. On peut voir la renaissance soit d'autres façons, mais c'est celle que je trouvais la plus intéressante. Compte tenu de cette scène, et c'est une scène qui est séparée étrangement. Donc on donne encore l'aspect onirique dont je parlais avec cybernéroticon. Donc un mot plutôt étrange, plutôt mystérieux, qui aura peut-être, dont on trouvera peut-être la réponse ou l'origine dans le tome 2. Mais ici on a un passage intéressant. De grands monstres de cuir ricanaient à travers les labyrinthes des combats. Des bombes de cristal transformaient des cités entières en morgues minérales. Le soleil disparaissait dans une brume sanglante, dans une rosée de pestilence. Le docteur Magnus ressuscitait d'entre les morts. Il levait une main osseuse vers les étoiles, tandis que son confrère d'un autre monde, le docteur Dannerpfeil, organisait dans les prairies verdoyantes de Faraway des orgies cybernétiques. Et là, on répète plusieurs fois cybernéroticon, cybernéroticon. Entre chaque passage, on retrouve des personnages différents qu'on a déjà rencontrés dans le tome 1, que ce soit Syria, que ce soit le Dr. Phil, que ce soit Soi, qui se réveille d'un rêve qu'on ne sait pas trop quand est-ce que ça commençait, puisque cette scène-là est encore celle où Soi et Lucie renouent d'amitié, mais comme coupé un peu court avec ces espèces de phrases-là étranges, et on comprend que c'est un rêve. Et donc on ne sait pas où commence le rêve, on ne sait pas non plus où il se finit. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Soi se réveilla baigné de sueur. La nuit était terminée, ou presque. Le soleil amorçait sa montée vers les nuages. Quelques étoiles fuyaient, éparses, vagues clignotements. Clin d'œil confus dans l'immensité. Quand se lève le soleil de l'entropie, fondent les glaces de la mémoire. Ce qui évoque encore le temps qui passe, l'ellipse de tout à l'heure, puis c'est ça la conclusion du roman en quelque sorte. Une scène, ou plutôt plusieurs scènes mises en une de 776 mots, et soudainement on retourne à la citadelle, puisque beaucoup de temps passe, comme je l'ai dit, comme l'évoque cette phrase ici. Et donc on est de retour à la citadelle, et c'est également un passage du voyage du héros. Donc maîtrise du problème, ou plutôt retour avec l'objet de la quête, le retour à la citadelle. Et voilà, ça agit. C'est une scène qui est très intéressante, justement lorsqu'on pense au voyage du héros, parce que ça agit comme le retour avec l'objet de la quête, mais également l'appel à l'aventure. C'est ce qu'on va voir. Maintenant, elle était sans défense, ou du moins privée de ses anciens défenseurs. L'émotion s'empara du cœur de Soi, et il chercha les yeux de Lucie qui chevauchait à ses côtés, comme s'il voulait demander conseil à leur passé commun. Et donc voilà, on évoque encore l'époque révolue du début du texte, donc lorsque Lucie et Soi étaient dans la citadelle, que régnait le grand serpent, ce genre de choses. Puis ça agit en quelque sorte comme un deuil. Donc c'est là où ils font le deuil de la citadelle. Et à vrai dire, c'est la fin du deuil. Et donc c'est ce qu'on voit ici. Donc là, il y a plusieurs scènes de quelques centaines de mots. Je ne vais pas les décrire en détail, c'est pas si important. Mais voilà, lorsqu'ils quittent la citadelle, enfin, c'est en quelque sorte la fin du deuil de la citadelle. Je sais pas comment le dire autrement. Mais étrangement, ça ressemble plus au début d'une nouvelle aventure que de sa fin. C'est l'annonciateur des autres tomes, justement parce que on quitte cet endroit-là pour de bon. On va vers autre chose, vers une aventure qui nous appelle ailleurs. C'est ce qu'on va voir dans d'autres scènes, ou plutôt les 3-4 dernières scènes qui terminent ce tome. Et donc ici on nous dit « Les 7 cavaliers sortirent de la citadelle par la porte du nord. Quand ils eurent franchi le No Man's Land, ils respirèrent plus à l'aise, comme s'ils venaient de quitter un domaine hanté. » Donc c'est de ça que je parle, c'est la fin du deuil. 111 mots, on continue avec des passages très courts, dont un qui est très intéressant d'un point de vue thématique, puis j'en avais déjà parlé un petit peu au début. Au-dessus des arbres clignota une lumière bleue, qui ne provenait pas des étoiles, mais qui montait vers elle, dans une trajectoire épanouie. Où est le serpent? Où est le dragon? Se demanda Soi. Et ça, c'est un questionnement qui est très intéressant d'un point de vue thématique, parce que ça montre la perte du guide. Donc, Soi, comme on l'a vu tout au long du livre, il est dominé par des forces supérieures. Il est toujours
la marionnette de quelqu'un d'autre, que ce soit le grand serpent, visage de l'ours, que ce soit les gens de pas Sky Dragon, mais Faraway. Et donc, il y a toutes ces situations-là où il n'est pas en contrôle de la situation, il fait que obéir à quelqu'un d'autre, il fait que être la marionnette de quelqu'un d'autre. Et donc, soudainement, il est remis à lui-même. On voit clairement que Visage de l'ours est blessé, il s'en vient vieux, puis il n'est plus aussi fonctionnel qu'il était au départ. Il a perdu beaucoup de son aura, et donc c'est à soi à dominer, à prendre les rênes, puis voilà, à être maître de sa propre destinée. Et c'est inquiétant d'un côté, puisque clairement il se pose des questions sur quoi faire, comme le démontre ce passage-là, mais en même temps, il n'est plus assouvi au joug des autres forces qui contrôlaient le roman. Donc c'est ce que c'est annonciateur évidemment du tome 2. Malheureusement, je trouve que c'est un peu une conclusion expédiée. Donc probablement qu'on va le voir dans le deuxième tome, plus en profondeur. Mais pour l'instant, c'est d'un point de vue thématique, là, on n'est pas allé très loin. On comprend pas, ou du moins, cette situation-là, c'est pas soi qui s'y est mis. Donc il n'a pas cherché à devenir, à se libérer de ces forces-là. C'est ces forces-là qui sont disparues d'elles-mêmes. Donc, il n'est pas en contrôle de la situation et donc, de point de vue thématique, ça frappe un peu moins fort que ça le devrait. Et donc, ici, on a affaire à la dernière scène avec Dmitir Vachar qui annonce, une fois de plus, le deuxième tome. Et donc, on parle du grand guerrier au manteau violet. Et le manteau violet, ça avait déjà été décrit plus au début dans le roman. Donc, il est question de Dmitir Vachar, dont le manteau avait déjà été décrit au début du roman. Donc, ici, on ne donne pas son nom, on fait juste référer à lui par le seigneur de la guerre, puis le cavalier au manteau violet. Ça nous donne un peu de recul à la situation, puis ça crée un effet presque cinématique, justement où on voit toute l'armée qui est prête à affronter les barbares, la horde de barbares. Et donc, on comprend que dans le prochain tome, Soi va devoir affronter Dmitir Vachar. Et c'est pas mal ce qui conclut le roman. Donc voilà, je pense que ce 10e chapitre-là a à la fois permis de conclure le roman, conclure le dénouement et également introduire le destin de Soi. En parlant du destin de Soi, même si je vous ai déjà dit que je n'étais pas certain de faire une analyse du roman, j'ai néanmoins fait un livre audio de ce tome-ci. J'en avais pas fait un pour le tome 1, mais pour le destin de Soi, j'ai fait un livre audio qui est disponible gratuitement sur ma chaîne. Donc je pense que vous pouvez le retrouver assez facilement. Et donc si ça vous intéresse, c'est disponible. Et donc voilà, c'est ce qui termine toute cette aventure avec le livre de Soi. Donc j'espère que vous avez apprécié cette analyse des 10 chapitres du livre de Soi. Je vais probablement continuer à faire des analyses. Je sais pas avec quel roman, mais je pense que je vais continuer. J'aime bien l'expérience, puis je pense qu'il y a des choses à creuser dans peut-être des textes qui sont un peu plus connus, des classiques un peu plus grands, qui ont une valeur thématique, puis une richesse dans ce qu'ils abordent, qui est un peu plus grande que le livre de Soi, parce que c'est quand même un roman mineur qui est peu connu, et Daniel Walther est un très bon auteur à certains égards, mais il est beaucoup moins à d'autres. Et donc, je pense qu'on a bien exploré ses forces et ses faiblesses à travers cette série-là de vidéos. Puis voilà, je pense que de retourner à un texte qui est un peu plus classique, un peu plus renommé pour sa richesse, ça peut être intéressant. Donc, je vais songer à ça. Puis voilà, j'espère que vous avez apprécié les 10 vidéos. Je vais faire une rétrospective de l'imaginaire sur le livre de Soi pour conclure toutes ces vidéos-là, pour faire un peu un bilan de tout ce dont j'ai parlé. Et donc, voilà, c'est ce qui termine pas mal la vidéo. Je vous remercie de l'avoir écouté et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.